Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici la sélection des sorties de la semaine. Donc je te répète le principe, je te donne une sélection de tous les films et séries que j'ai vus cette semaine. Donc accroche bien ta ceinture, c'est parti pour le générique, c'est parti. Donc on va parler d'une nouvelle série qui a débarqué, une série d'animation sur Disney+, qui s'appelle Hitmonkey, qui est une série action super-héros pour adultes. La création, c'est Jeff Astrof et Sharon Horgan. Production, c'est Spike Gordon Inc. et Floyd Country Productions, Marvel Television. Donc c'est aux États-Unis. La chaîne d'origine, c'est Hulu, mais nous on l'a sur Disney+. Il y a nombre de saisons, il y en a une. Et il y a 10 épisodes, et ça a commencé à partir du 17 novembre 2021. Et ça, j'ai les 10 épisodes d'un coup, qui ont été mis sur Disney+. Donc, Hitmonkey est une série d'animation pour adultes américaine créée par Will Speck et Josh Gordon, produit par Marvel Television. La série est basée sur le personnage du même nom, édité par Marvel Comics. La série met en vedette Ali Maki et Olivia Moom, Nobi Naganashi et Fred Tatasciore et George Takei et Jason Sudeikis dans les voix originales. Hitmonkey est diffusé au service streaming de Hulu aux États-Unis le 17 novembre 2021 et en France, la série est disponible depuis le 26 janvier 2022 sur Disney+. La série reçoit des critiques généralement positives pour la qualité de son doublage des scènes d'action, son intrigue et sa fidélité au matériel de source des bandes dessinées. Alors l'histoire elle est simple, c'est à Tokyo, le singe Hitmonkey s'entraîne aux arts martiaux avec le fantôme d'un assassin américain nommé Bryce Fowler. Le macaque veut ainsi se venger de la pègre de Tokyo. En février 2019, Marvel Television annonce développer une série télévisée d'animation pour adultes basée sur Hitmonkey pour la plateforme Hulu. En décembre 2019, Marvel Television est intégrée à Marvel Studios, menant à un crossover spécial intitulé The Offender. La série est créée par Will Speck et Josh Gordon, qui seront également les co-scénaristes, les producteurs aux côtés de Jeff Loeb en mai 2021, le co-créateur de la série de MODOK, qui est aussi disponible sur Disney+. Jordan Plum révèle que Hitmonkey bénéficiera d'un style d'animation différent en janvier 2022. Le responsable du contenu de Hulu, Greg Erwich, a déclaré que les saisons supplémentaires de Hitmonkey seraient entièrement en main de l'équipe de Marvel Studios. Donc Hitmonkey, 17 novembre sur Hulu, 2021, aux États-Unis, international. La série sort le 26 janvier 2022 sur Disney+, via Star, Disney+, All Star et Star+, en Amérique latine. Donc on passe à la critique, donc c'est simple, le graphique est vachement sympa, c'est super joli à regarder, il y a de la bonne musique pendant toute la saison, les 10 épisodes, bon c'est vraiment une série pour adultes, hein, c'est violent, c'est gore, parce que le singe il décapite des gens, il les tue, enfin bref, c'est du massacre tout le long de la série, c'est génialissime, il y a beaucoup d'humour, c'est beaucoup drôle, moi j'ai trouvé génialissime Hitmonkey, que je le conseille fortement. On passe à la deuxième série. Donc on passe à la deuxième série d'animation que j'ai vue, que je suis en train de suivre, parce qu'elle n'est pas terminée encore. C'est The Legend of Vox Machina, créé par Matthew Mercer, avec Ashley Johnson, Lorraine Bailey et Talislin Jaffe. Nationalité c'est USA, dont l'histoire c'est un groupe de jeunes aventuriers partant dans une quête afin de sauver leur royaume de monstres terrifiants et de la magie noire. Donc tout simplement c'est une série qui est disponible sur Amazon Prime Video, il y a pas mal d'épisodes, elle est en cours. Du coup ça te raconte dans l'esprit Heroic Fantasy, un groupe de mercenaires ou d'aventuriers comme tu préfères, de héros qui partent en quête pour tuer des monstres, des démons, enfin bref. Avec, ils ont plusieurs caractéristiques. Tu as un nain, tu as un mec balèze qui ressemble à un espèce de géant, tu as une espèce d'elfe avec des cornes, tu as une naine qui a des pouvoirs,
tu as deux elfes avec un qui a la spécialité le couteau et l'autre avec les flèches. Et t'as un mec avec un gun qui, quand il met un masque, il devient genre une sorte de démon. C'est vraiment bien foutu, l'animation est géniale. Moi, j'ai une préférence pour le nain, il me fait délirer. C'est vraiment génial. Bon, les prénoms, je les connais pas, je suis désolé. Franchement, en ce moment, je crois qu'il y a eu presque 9 ou 8 épisodes. J'ai pas regardé les nouveaux épisodes, parce que c'est des épisodes qu'il y en a toute la semaine sur Amazon Prime Video, et je la trouve géniale. Bon, c'est pas une série pour les enfants, c'est une série pour les adultes, et du coup, ça envoie du lourd, très très lourd. J'adore cette série, c'est une de mes préférées du moment. Donc, on passe à la première série de la semaine que j'ai terminée très récemment. Du coup, c'est Comment élever un super-héros, ou Rising John, comme tu préfères, qui est une série télévisée de super-héros américaine de 17 épisodes, entre 37 et 50 minutes, créée par Carol Barbie et diffusée depuis le 4 octobre 2019 sur les réseaux Netflix. Il s'agit de l'adaptation du comics book homonyme de Dennis Liu de Jason Piberg en 2015. Donc l'histoire est simple, c'est après la mort accidentelle de son mari Nicole Ruiz, qui est jouée par Alisha Wayne Warriott, et élève son jeune fils de 7 ans, John, qui est Jazia Young. La nuit est calme, elle découvre avec frayeur des étranges capacités surnaturelles de John assez spectaculaires. Elle décide de garder son secret plus tard. Après qu'il a lui-même découvert ce secret, Pat, Jason Reiter, qui est plus ou moins le méchant de la première saison, parrain de John et ami de longue date de son père, décide de l'aider à protéger John contre ses ennemis, tout en recherchant l'origine de ses pouvoirs supernaturels. Développement, donc le 5 octobre 2017 sur Netflix annonce qu'elle a donné carte blanche à la première saison de la série, comprenant 9 épisodes. La série est adaptée du comics book du même nom, créé par le scénariste Dennis Liu et le dessinateur Jason Piberg. Dennis Liu a déjà réalisé un court métrage basé à ceux de son comics. Carol Barbie adapte le scénario en court métrage du comics en tant qu'auteur-producteur de la série aux côtés du producteur délégué Dennis Liu. Michael B. Jordan, Charles Derkin, King Gro, Poppy Hanks et Kenny Goodman, Michael Green. La société des productions sont Wheeler, société production et Macro. Du coup, donc c'est science-fiction, fantastique, c'est drame. Création, c'est Carl Barbie, comme je t'ai dit. Les acteurs principaux sont Alisha Wayne Warrior, Jazia Young, Jazmie Smith et Sammy Amy. Et Jason Riddler, etc., etc. Enfin bref, pas mal de monde. Donc du coup, la première saison a été diffusée à partir du 4 octobre 2019 et la deuxième saison est arrivée là, en mois de janvier. Début janvier 2022. Du coup, qu'est-ce que je pourrais te dire de Rising John? Enfin, je crois que c'est février même, elle est sortie. La première saison était pas mal du tout. Michael B. Jordan fait quelques apparitions histoire de un peu vendre la série, qui a été pas mal en soi la première saison. La deuxième saison, ça reste dans la même continuité que la première. Il y a un mélange entre Stranger Things, côté super-héros, enfin bref, un peu sombre. Bon, ce qui est drôle, c'est les enfants qui sont mis en vedette, hein, forcément. La série en elle-même est pas trop mal en soi, c'est pas un truc de ouf non plus, mais ça reste correct à regarder, c'est une bonne série. Et d'avoir un super-héros enfant, pourquoi pas, ça peut changer un peu, ça peut être assez drôle. Et puis la deuxième saison est une bonne dynamique, on s'ennuie pas trop, les personnages sont intéressants et touchants. Du coup, on voit, bien sûr, je ne sais pas s'il y aura une saison 3, ça c'est pas sûr, parce que la saison 2, comment elle se termine, je vais pas te spoiler, mais en gros, ça te dit que voilà, que ça sent la fin, quoi, on verra. Mais en tout cas, c'est une très bonne série à découvrir ou à redécouvrir. Si t'as pas vu la saison 2, je te la conseille fortement. On va passer maintenant à la deuxième série qui est la série Reachers, qui est sortie sur Amazon Prime Video récemment. C'est un reboot des deux films de Tom Cruise qui s'appelait Jack Reacher. Le dernier s'appelait Never Go Back. Du coup, c'est un genre, c'est action thriller. Création, c'est Nick Santora. Production, c'est Lee Child qui est le créateur des livres, en fait, des romans. Nick Santora, Scott Sullivan, Don Granger, Christophe Macari, qui était le producteur et réalisateur avec Tom Cruise des deux premiers films, et David Ellison. Du coup, c'est les acteurs principaux, c'est Alan Richardson, que tu as vu dans la série Titan, et il a joué aussi dans Tortue Ninja, qui joue le rôle de Raphaël. Et du coup, c'est une saison, nombre d'épisodes, il y en a 8. La première diffusion, ça a été le 4 février 2022. Alors, Reacher est une série télévisée américaine créée par Nick Santora. Il s'agit d'une adaptation de la série de romans de Lee Child, mettant en scène le personnage Jack Reacher de la première saison, s'inspire principalement du tout premier roman de la série Du fond de l'abîme, Killing Floor, publié en 1997.
La série est diffusée dès le 4 février 2022 sur le service Prime Video. Cette série s'inscrit dans une volonté de l'auteur de romans Lee Child de s'approcher davantage de l'œuvre originale. L'acteur Alan Ritchson est ainsi proche de la vision du personnage présenté dans les romans, par opposition à l'interprétation faite par Tom Cruise dans les 2 longs métrages Jack Reacher en 2012 le premier et Jack Reacher Never Go Back en 2016. Ancien membre de la police militaire, Jack Reacher a quitté l'armée américaine, il voyage désormais dans tout le pays et survit à des petits boulots. Alors qu'il se trouve dans la petite ville de Margrave de Georgie, il s'arrête pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc les distributions de rôles, c'est en septembre 2020. Alan Ritchson est choisi pour incarner Jack Reacher. Ce choix est justifié par l'auteur des romans originaux, Lee Child, également producteur de la série, qui voulait un acteur bien différent de Tom Cruise, dont le physique ne correspondait selon lui pas au personnage tel qu'il est présenté dans les romans. La taille de Reacher est vraiment importante, c'est une grande partie de qui il est. L'idée est que lorsque Reacher entre dans une pièce, vous êtes tous un peu nerveux juste la première minute. Et Cruise, malgré tout son talent, n'avait pas ce physique. En mars 2021, Malcolm Goodwin et William Fitzgerald et Chris Webster s'est annoncé dans des rôles réguliers en mai 2021. Bruce McGill, Maria Sten et Hugh Thompson rejoignent la distribution en juin 2021. Christine Krug, qui est l'analogue dans Smallville, où ils avaient déjà joué ensemble parce que Alan Ritchson jouait le rôle de Aquaman dans la série Smallville. Donc du coup, Mark Ben Davy, Will C. Carpenter, Curry Graham, Harvey Cully ou encore Maxwell Jenkins sont confirmés. En 1997 et en juillet 2021, la réalisatrice britannique M.J. Bassett rejoint la série. Donc, qu'est-ce que je peux te dire de cette première saison? Bon, bah, si t'as pas vu les premiers films de Tom Cruise, ils sont disponibles sur Netflix en DVD, en Blu-ray, donc ça peut te donner une idée de ce que c'est Jack Reacher. C'est une sorte d'agent secret, enfin bref, un mec de la police militaire. C'est vrai que la série n'a absolument rien à voir avec les films. Si on pouvait comparer, moi j'ai trouvé la série meilleure que les films. Mais en tant que Tom Cruise est un bon acteur, il fait très bien son taf. Mais c'est vrai que la série, quand tu regardes la série Reacher, ça n'a absolument rien à voir avec les films et ça colle mieux à Alan Ritchson dans le rôle de Reacher que malheureusement Tom Cruise qu'on avait déjà vu dans Ethan Hunt. En fait, on a l'impression de voir, quand tu regardes les films avec Tom Cruise, t'as l'impression de voir un Ethan Hunt bis en fait. Et je trouve que c'est un peu dommage. Bon après c'est normal, c'est son personnage, c'est son charisme. C'est Christophe McQuarrie, c'est qui a fait les dernières Missions Impossibles, donc je comprends qu'ils ont l'habitude de ce genre de film, mais c'est vrai que ça se sent que c'était pas du tout ce qu'ils auraient voulu faire en fait. Et je trouve que le premier était pas mal, Reacher le film, mais le deuxième en lui-même est pas terrible, d'ailleurs il s'est ramassé, donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Ils sont partis, à la base ils devaient avoir un troisième film qui a été annulé, mais du coup ils sont partis sur une série avec des autres ambitions, avec un autre acteur. C'est une sorte de reboot, donc c'est pas plus mal en soi. Et une saison 2 est déjà prévue. Alan Ritchson, ils ont confirmé récemment. Donc moi j'étais content parce que je l'aimais bien cet acteur dans la série Titan et dans Smallville et même dans les Tortues Ninja, les derniers films qui sont sortis. Je le trouve génial comme acteur et là, le fait de le retrouver dans un autre rôle différent, qu'il est vachement en vedette, qu'il est vachement mis en avant, je trouve qu'il il assume très bien ce rôle. Ça lui va très bien, il y a de l'action, il y a de l'espionnage, il y a 10 épisodes, on s'ennuie pas du tout. Il y a une bonne trame, une bonne histoire, une bonne dynamique, les acteurs sont intéressants, les personnages sont intéressants, l'histoire est pas mal. Franchement, très très bonne série, je te laisse la découvrir si tu as Amazon Prime Video, sinon bah tant pis pour toi, mais c'est une bonne série. Allez, on passe au film. Donc, premier film de la sélection des sorties de la semaine, c'est Mort sur le Nil, qui est réalisé par Kenneth Branagh, qui joue le rôle principal de Hercule Poirot. Scénario, c'est Michael Green, musique, c'est Patrick Doyle, acteurs principaux, Kenneth Branagh. Là, cette fois, nous avons Gal Gadot, qui est là, la Madame Wonder Woman. Tu as Armie Hammer, Annette Bening et Rose Leslie. C'est la suite directe de Meurtre sur l'Orient Express. Si tu ne l'as pas vu, il y avait déjà Kenneth Branagh dans le rôle de Hercule Poirot et il y avait Johnny Depp dans le rôle et aussi Daisy Ridley qui jouait du coup Rey de Star Wars. Enfin, il y avait pas mal d'acteurs connus qui jouaient dans le premier film. Là, c'est le deuxième, c'est la suite. Donc c'est 20th Century Fox qui produit, Scott Free Productions. Donc du coup, Le Mort sur le Nil est un film policier réalisé par Kenneth Branagh, sorti en 2022. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman homonyme d'Agatha Christie, qui a fait pas mal de romans policiers, qui fait suite au crime dans l'Orient Express, également réalisé par Kenneth Branagh, qui a interprété d'ailleurs par ailleurs le célèbre détective privé belge Hercule Poirot. Donc l'histoire est simple, c'est après l'enquête de l'Orient Express, le célèbre détective privé belge Hercule Poirot doit enquêter sur un meurtre perpétré au bord d'un navire de croisière
En effet, la riche et belle héritière Lynette Ridgway s'éprend de Simon Doyle, le fiancé et de sa meilleure amie Jacqueline de Belfort, et l'épouse dans la foulée, partie en voyage de noces. Les jeunes mariés sont poursuivis par la jeune femme délaissée dans leurs étapes successives jusqu'en Égypte, où ils séjournent dans un hôtel où se trouve également Poirot qui pressent une situation dramatique. Ce dernier, les jeunes mariés et leurs poursuivantes, ainsi que divers clients aisés de l'hôtel se retrouvent ils se retrouvent tous dans l'hôtel tout simplement, se retrouvent pour faire une croisière au bord du vapeur de SS Camargue jusqu'au jour où Lynette s'est retrouvée assassinée. La suspecte la plus probable est Jacqueline, qui nourrissait une grande haine envers celle-ci et pourtant une des seules personnes à avoir un alibi inattaquable. Donc Hercule Poirot n'est pas dupe et ses cellules grises vont mettre à mal tous les alibis et révéler la machination diabolique. Bon voilà, pour la synopsis, c'est compliqué, mais bon, en gros c'est ça, il y a un meurtre et Hercule Poirot mène l'enquête un peu comme un Sherlock Holmes qui étudie les différents alibis des suspects potentiels et du coup il les enquête, t'apprends ce qu'ils ont fait pendant le moment où la Mademoiselle Delgado s'est fait assassiner. Du coup, au fur et à mesure du film, tu vois l'enquête d'Hercule Poirot arriver à son terme. Et du coup, à la fin, bien sûr, comme tous les films classiques dans ce style-là, nous avons la révélation des meurtriers. Et là, du coup, c'est un petit peu le côté dramatique. Moi, j'avoue, le film en lui-même est pas ouf non plus. Tu t'ennuies un peu, mais bon. Le seul truc qui est intéressant, c'est quand tu mènes l'enquête et quand on voit les suspects au fur et à mesure, on essaye de trouver qui c'est le meurtrier. Si t'es intéressé, t'aimes bien ce genre de film, tu vas essayer de chercher la libye de chacun, trouver le meurtrier, mais c'est vrai que le film en lui-même n'est pas ouf. Gal Gadot, pour moi, elle a un rôle qui sert à rien, elle a fait un peu la biatch de service, je suis désolé du terme. Et du coup, voilà, c'est pas un film de ouf, mais bon, ça se regarde. Mais c'est vrai que le côté enquête, Kenneth Branagh joue bien le rôle de Hercule Poirot. C'est déjà la deuxième fois qu'il le joue. Donc on ne saura pas s'il y a un troisième film, allez savoir. En tout cas, les images sont super belles. Ouais, voilà, le film est bien filmé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Kenneth Branagh, il avait déjà fait le premier film Thor, donc voilà. Il a l'habitude des gros films à blockbuster, donc du coup, plutôt bien. Après, voilà, un peu ennuyant sur les bords. Et puis le seul truc qui est intéressant, c'est la fin, bien sûr, quand tu as la révélation de qui est le meurtrier et la conclusion de l'enquête de Hercule Poirot. Et puis voilà, puis après on repart à autre chose. On passe à autre chose, mais c'est vrai que tu passes un bon moment. C'est pas un truc de ouf, mais tu passes un bon moment. Voilà, on passe au dernier film. Le dernier film est un film d'animation, j'en avais déjà parlé durant un sortie de la semaine, c'était les sorties de l'été de la semaine. On avait le deuxième film qui était disponible sur Netflix qui s'appelle Green Snake. Donc là est sortie la première partie qui s'appelle White Snake, voilà. Titre original c'est Baishi Young Kui, les réalisations c'est Amp Wong, Zhao Ji et scénario c'est Da Mo et Ze Chang et Xiangxi Yang acteurs principaux. La société de production c'est Light Chaser Animation Studio et Warner Bros. Donc c'est un film d'animation chinois. C'est un film fantastique qui parle d'un conte chinois. C'est un conte chinois. Le serpent blanc et le serpent vert. C'est une histoire chinoise. C'est un conte chinois du coup. C'est un film d'animation fantastique chinois réalisé par Amp Wong Zhaoji, sorti le 11 janvier 2019 en Chine. Il n'arrive premier au box-office en chinois de 2019 dans sa 4e semaine d'exploitation. Warner Bros crédite tant que producteur, possède les droits en Chine et en négociation pour acquérir les droits pour d'autres grands territoires. La version française sort en salle le 9 février 2022. L'histoire, c'est la datation de la légende du serpent blanc dans laquelle un esprit serpent blanc se transforme en femme et tombe amoureuse d'un homme. L'histoire du film commence avant que le serpent blanc ne rencontre son compagnon humain. Donc voilà pour un peu le synopsis. Donc l'histoire est simple, c'est une histoire de conte chinoise, c'est une espèce de monstre, le serpent géant qui devient humaine et qui tombe amoureuse d'un humain et du coup forcément ça va compliquer les choses parce que les humains et les démons ne peuvent pas s'aimer tout simplement, pas avoir une relation. Du coup voilà, et il y a une guerre qui se poursuit, qu'un mec veut maîtriser des arts mystiques sombres en gros pour diriger le monde en gros, et du coup White Snake, enfin la princesse là, est envoyée pour tuer le vilain pas beau pour être simple, et du coup elle est en mission de tuer le serpent, mais malheureusement elle échoue à sa mission, elle perd la mémoire,
et du coup elle rencontre un jeune garçon qui va l'aider à retrouver sa mémoire et va tomber amoureux tous les deux éperdument, mais comme elle est un serpent géant, donc elle l'envoie chier en gros, et du coup le garçon n'a pas le choix que de se faire démon. Donc voilà, tout simplement histoire chinoise. Donc malheureusement moi je suis pas fervent des films chinois, enfin de contes chinois, donc j'ai trouvé ça super beau par contre, super joli, scène d'action est hyper jolie, donc je vais pas te spoil, je vais pas t'en dire plus, c'est à toi de découvrir le reste, si t'as envie de le voir, il est dans tous les cinémas, le film est très très beau, les musiques sont très jolies, les animations sont hyper belles, et du coup, franchement, c'est un film très sympa à aller voir, donc, puis après il y a la sœur... Green Snake est envoyé pour retrouver White Snake, sa sœur, donc du coup, il y a un combat entre les deux sœurs, qui lui dit qu'elle a pas besoin d'être amoureuse, pas besoin d'être humain. Donc c'est une histoire super sympa, super jolie, à emmener les enfants qui ne connaissent pas les contes chinois, pourquoi pas. Très joli à regarder, donc très très bon film, j'ai beaucoup apprécié, même si je suis pas fervent admirateur de ce genre de choses. Mais j'ai trouvé qu'il y avait du charme. Déjà le premier film que j'ai vu, qui était Green Snake sur Netflix, était toujours disponible d'ailleurs, si vous voulez voir, et la suite. Donc tu comprends mieux ce qui se passe en voyant le premier film, c'est plus logique. Et du coup, les deux films, quand tu les regardes ensemble, sont très beaux. Et j'avoue que si le cinéma commence à ouvrir les portes aux films d'animation d'autres pays, je trouve que c'est tout bénef pour nous. D'ailleurs, on a eu les mangas qui arrivent en patate, la White Snake en est parfait exemple. Donc c'est génial, ça promet un très bel avenir pour nous au cinéma, en espérant que maintenant, comme il y a la levée des restrictions, maintenant on va pouvoir plus de possibilités, plein de films, ça va être génial. En tout cas, une très bonne année 2022 qui nous attend en film. Donc du coup, on se retrouve très bientôt pour la critique de Uncharted qui est sorti ce mercredi, et bien sûr Batman qui va arriver le 2 mars. Et on continue bien sûr la petite série que j'ai lancée avec les séries Marvel et DC à travers les évolutions, les âges et tout ça, savoir quels sont les meilleurs. On verra le prochain épisode très très bientôt. Donc j'espère que cette émission t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, garde le fan spirit en toi, et être passionné, c'est être fan, et on se dit à très bientôt, ciao.